Nana FM. C'est l'heure du débat sur Nana FM. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. 10 des 759 personnes testées sont positives, portant le nombre total de cas positifs liés à la maladie au coronavirus à 25 788 cas. Le nombre total de décès reste inchangé à 236. Une situation qui a amené les autorités sanitaires à permettre aux lieux de culte et aux grands bars de rouvrir après un mois de fermeture. Est-ce un début de l'adoucissement des restrictions au Togo? Voilà l'interrogation qui sera la nôtre ce matin. Et pour y répondre, nous recevons sur notre plateau Dr Gilbert Cholignanou, secrétaire général du syndicat des praticiens hospitaliers du Togo. Docteur, bonjour. Bonjour. Alors, les auditeurs auront la possibilité de réagir sur la page Facebook de Nana FM dans une vingtaine de minutes sur le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58 avec Romain Aziablé à la mise en onde. Je suis Norbert Djouhadi, le débat de Nana FM, c'est parti. Bienvenue sur la plus belle dame de Lomé. Docteur, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions ce matin. Non, c'est moi qui vous remercie pour l'invitation. Alors, le 1er septembre dernier, les agents de secteur public, les agents de santé bien sûr du secteur public au Togo avaient observé un sitting de 8h à 11h30, lequel sitting devait être reconduit le jour suivant, mais le ministre de la fonction publique vous avait appelé. Docteur, à ce jour, quelle est la situation? Bien, à ce jour, la situation a légèrement évolué, d'autant plus que un aspect des revendications qui concernait la proclamation des résultats du concours organisé en décembre 2020. Donc ce concours a été proclamé. Donc nous avons eu les résultats, même si l'attente que nous nourrissions par rapport au nombre de candidats à retenir n'a pas été satisfaite. Il n'empêche que le concours quand même a été proclamé et les résultats sont connus et ils ont retenu 703 candidats pour le corps de la santé. Nous espérons que 1207 soient retenus en conformité avec les recommandations du groupe de travail. Mais au niveau du CNDS, nous avons donc formulé à l'endroit du gouvernement la requête d'une liste additive. Donc cette requête a été retenue. Les représentants du gouvernement présents ont promis transmettre la requête aux autorités compétentes pour réfléchir à l'éventualité d'une liste additive. Nous continuons le suivi pour que cette liste additive donc devienne une réalité. Mais ce que je tiens à rappeler, c'est que dans les résultats proclamés, nous avions quand même eu quelques désespoirs relativement aux agents contractuels, surtout des budgets autonomie COGES et des autres programmes, parce que dans les recommandations, nous avions souhaité que ce personnel-là qui, pendant les moments délicats de notre parcours au Togo, ce personnel qui était un personnel d'appui aux hôpitaux, qu'il puisse être absorbé. Et donc, il était convenu qu'une priorité soit faite à ces personnes-là pour pouvoir les recruter et aussi pour décharger du coup le budget des hôpitaux. Si vous comprenez un peu. Malheureusement, quand nous avons fait un peu le monitoring des résultats, on s'est rendu compte que sur les 1200 et plus agents de santé contractuels qui ont passé le concours, nous avions 213, tout budget confondu contractuels, qui ont réussi, ce qui fait à peu près 30%. Mais si on se limite au budget autonome et au COGES, nous avions à peu près 113, ce qui fait à peu près 15%. Ce qui, excusez-moi, ne représente pas grand-chose, vu que durant le groupe de travail, nous avons fait une mission à la demande du gouvernement pour avoir une base de données de tous les contractuels et qui sont en âge aussi de passer les différents concours. Qu'ils vous en souviennent il faut que nous comprenions que
chaque année, il y a une disposition qui empêche les gens de passer le concours. Parce que si vous avez plus de 15 ans d'activité, vous ne pouvez plus passer le concours parce qu'il vous faut 15 ans pour cotiser. Parce que vous comprenez un peu. Donc, tous ceux qui ont 15 ans et plus ne sont plus éligibles au concours. Donc, chaque année qui passe, nous avons des camarades, des travailleurs contractuels qui ne pourront plus passer le concours. Donc, pour éviter ça, nous avons demandé à ce qu'on trouve un système pour absorber au fur et à mesure, en compte de l'ancienneté, ces femmes et ces hommes qui se sont dévoués et qui sont toujours à la chose sanitaire dans notre pays. Donc, notre démarche cette fois-ci, c'est d'aller vers le gouvernement pour que dans la liste additive qui sera faite, on puisse donner priorité à ce corps-là, en tenant compte évidemment de l'ancienneté, pour que nous puissions absorber et aller à l'extinction de cette catégorie de personnel qui, quelque part aussi, grève les budgets autonomes des hôpitaux. Donc c'est la démarche. Je vous rappelle que dans ce pays, il y a quelques années, pour procéder à l'extinction du corps des enseignants volontaires, on a organisé un concours spécialement pour eux, pour pouvoir recruter tout le monde. Au niveau de la santé, nous avions demandé cela, mais ça n'a pas été accepté. Mais on est parti sur le principe de faire un concours et en recrutant aussi bien du sang neuf, on profite également pour essayer de passer à l'extinction de ce corps de contractuel. Donc pour nous aujourd'hui, c'est ce qui est fondamental, faire en sorte que la liste additive qui est en discussion, la requête que nous avons transmise au gouvernement, si elle est acceptée, nous espérons qu'elle le sera, qu'elle puisse prendre en majorité ces contractuels, surtout ceux qui sont à la lisière de nombre d'années requis pour pouvoir passer le concours. En fait. Alors, docteur, avec ce manque de personnel, comment se fait la gestion de la maladie à coronavirus? Je peux vous dire que c'est compliqué. Nous sommes à flux tendu. Dans les hôpitaux, c'est très compliqué parce qu'on n'a pas assez de personnel. Juste un exemple. Alors, sur ce qui a été fait comme concours, si vous prenez par exemple le CHU Campus, le CHU Campus a reçu 7 infirmiers. 7 infirmiers pour un CHU, ça vous montre à quel point même les 700 personnes recrutées ne suffisent pas en fait. Et donc, 7 infirmiers au CHU Campus, c'est pas grand-chose. Vous comprenez déjà? Alors que les centres de prise en charge Covid aussi ont besoin de personnel. Donc vraiment, c'est très serré, c'est très tendu pour nous tous. Et ça augmente la charge de travail. Évidemment, quand la charge de travail augmente, c'est le stress qui augmente, c'est beaucoup d'anxiété qui arrive. Et les gens ne sont pas forcément disposés, disponibles aussi. Donc vous comprenez que ça devient un mélange explosif en fait. Parce qu'on est tendu, on est sous pression, on est stressé, mais on doit faire tout pour fournir le meilleur de nous-mêmes. C'est pour ça que je tiens à féliciter franchement les agents de santé qui font un travail énorme. Et quand vous voyez ce que nous disons, mais c'est extraordinaire leur engagement. Parce que vous avez des services où, parce que certains sont envoyés au centre de prise en charge, vous avez un seul infirmier qui doit se retrouver à faire des gardes. Vous avez un seul infirmier de bloc qui se retrouve à faire des gardes de nuit et aussi à faire les programmes opératoires dans des structures hospitalières. C'est assez compliqué. Donc, nous appelons à ce que l'effort se fasse encore pour que cette liste additive arrive rapidement et aussi, comme l'a prévu le groupe de travail dans les recommandations, un concours pour 2021 devrait être organisé pour encore recruter du personnel jusqu'en 2022, puisque nous avions prévu à peu près 5000 agents de santé à recruter en 2018 et 2022. Nous en sommes aujourd'hui, pour tout vous dire, à 1700 agents de santé recrutés sur les 5000. Donc vous voyez qu'il y a encore un écart important à remplir. Nous avons besoin de personnel si nous voulons être efficaces contre cette pandémie. Il y a un autre point aussi qui est important, c'est le point des EIR. Les EIR, c'est ce personnel-là, très dynamique, très dévoué, qui s'occupe des prélèvements et du suivi des patients Covidés à domicile, des cas contacts si vous voulez. Alors, quand vous regardez bien les données que nous avons sous les yeux, en termes de personnes testées, vous allez remarquer qu'il y a un mois, on était en moyenne à plus de 2000 personnes testées par jour. Mais aujourd'hui, vous allez voir que nous sommes entre 900, 700, ce nombre a diminué. Et donc, oui, c'est parce que justement, il y a un mois et plus que ce personnel-là, en tout cas au niveau de Lomé, je pense du Golfe, voilà, ce personnel-là est en débrayage parce qu'ils ont des arriérés de 6 mois.
nous avions demandé dans nos revendications à l'époque que ces arriérés soient apurés de manière à ce que nous puissions être encore efficaces et performants dans la lutte contre la maladie. Parce que les efforts que le gouvernement, enfin, le chef de l'État fait pour enrayer cette pandémie, il ne faut pas qu'on les sape ces efforts. Donc, il faut faire en sorte de maintenir le cap de la lutte. Donc, c'est cette personne-là qui fait un travail extraordinaire dans le suivi des cas contacts et dans le prélèvement. Il faudrait quand même que les 6 mois qu'on leur doit leur soient réglés. D'autant plus que vous avez des catégories de personnel au fond. Vous avez qui sont au CHR de mes communes, d'accord, dans les centres de prise en charge Covid, mais qui ont, eux, leurs indemnités. Mais pourquoi d'autres n'auraient pas leurs indemnités? Alors, ce paradoxe-là n'est pas acceptable. Donc, nous allons demander que cela soit fait. Jusqu'à ce jour où je vous parle, ce n'est pas encore fait, et nous déplorons cela. Mais nous allons continuer, nous continuons toujours par discuter, par faire les coulisses, par demander à ce qu'un geste soit fait pour nous permettre d'avoir des chiffres réels, pour nous permettre de nous dire que ce que nous faisons est efficace. C'est sur la base des statistiques que nous saurons vraiment que nous enrayons la pandémie. Ce n'est pas juste pas des élucubrations que nous le ferons, mais c'est sur la base des chiffres réels et des statistiques que nous pourrons évaluer l'efficacité de notre riposte contre la pandémie. Docteur, devant toute cette situation, votre ministre de titre dit quoi? Il a pris en compte les revendications, donc il promet avec le gouvernement faire l'essentiel pour que cela se fasse. Nous avons échangé avec lui. Je peux vous dire que depuis la dernière rencontre du CNDS, les échanges se poursuivent et nous avons noté quand même à son endroit cette volonté d'avancer. Donc c'est pour ça que je dis, nous continuons les discussions. La dernière fois, il nous avait reçu à propos du leasing pour les scanners, nous avions échangé, nous avions demandé à ce que nous soyons informés, que nous participions également à la validation du document final pour le leasing, pour le scanner. Même si nous avions des réserves par rapport à cela, nous avions demandé quand même que nous puissions être associés. Donc nous estimons que c'est une dynamique de discussion, de dialogue permanent qui nous permettra de pouvoir avancer. Mais il faut que ce soit franc et sincère. Nous ne pouvons pas faire du surplace et tourner en rencontre Non, on ne peut pas accepter ça. Donc c'est pour ça que nous voulions demander à nos autorités ministérielles surtout de la franchise, de la sincérité. Sur le principe du concours, oui, nous avions estimé ensemble qu'il fallait 1207 personnes. Ils en ont pris 700. Nous demandons une liste additive. Sur le principe des arriérés des EIR, un engagement a été pris. Et nous demandons que l'engagement soit rapidement concrétisé et qu'on ne reste pas là à tourner en rond. Il y a également le fait du statut particulier ou de la fonction publique hospitalière. Le groupe de travail a entériné qu'il était important que nous fassions ce saut qualitatif-là. Et oui, au CNDS, il nous a été dit qu'on va procéder à une refonte du statut général. Nous n'avons rien contre cette refonte. Nous sommes même pour, parce qu'en fait, si on fait cette refonte, ça nous permet en même temps et simultanément d'aller à la fonction publique hospitalière. Donc, ce que nous nous demandons, c'est qu'on ne fasse pas la refonte avant. Il faut qu'on mène les deux processus de front. Et la refonte et l'élaboration, la rédaction en même temps de la fonction publique hospitalière, parce que c'est une structure qui doit exister. Et donc, le statut général doit comporter cet alinéa qui va dire que la santé, à l'instar de la magistrature, n'est plus concernée par le statut général, puisqu'on aura une fonction publique hospitalière qui soit totalement à part. Pourquoi je le dis? Parce qu'il faut que les gens comprennent. Nous sommes dans une situation où on nous demande de faire le travail des fonctionnaires. C'est-à-dire que vous arrivez au boulot à 7 h, à midi, vous sortez, vous revenez à 14h30 et à 18h, donc 17h30, vous partez pour faire les 8 h. Dans la santé, on ne fait pas ça. En fait, c'est ce qui est écrit, mais quand vous regardez très bien, quand vous arrivez au boulot à 7 h, vous ne sortez pas avant 16 h. Quand vous êtes au bloc opératoire, quand ils sont de midi, vous ne sortez pas du bloc. Vous n'enlevez pas les gants, vous dites non, j'ai le mal d'attendre, je vais prendre ma pause, je reviens. Vous continuez pas à travailler jusqu'à ce que vous ne finissiez le travail. Donc si vous avez 8 heures de bloc à faire, faites les 8 heures, mais en continu. Et donc le travail hospitalier est un travail continu. Ce n'est pas un travail entrecoupé. Donc c'est une réforme qui est nécessaire. Et quand les gens sont surpris d'arriver à l'hôpital à 17h30 et de ne pas trouver de médecin sur place, des fois c'est compréhensible parce que si le médecin arrive à 7 h et qu'il finit à 16 h, il a fait ses 9 heures de temps, c'est normal qu'il ne soit pas là, que c'est l'équipe de garde qui vient prendre la relève. Donc, il nous faut un système de 8 heures, 3 fois dans la journée. C'est-à-dire, si nous voulons un hôpital performant 24 heures sur 24, donc il faut un groupe toutes les 8 heures. Vous comprenez un peu la situation? Donc, on ne peut pas
gérer la santé de la même manière qu'on gère l'administration publique. Ce n'est pas possible. Donc, il nous faut une fonction publique hospitalière avec des termes bien clairs. De la même manière, vous comprenez que nous sommes le seul secteur où, par exemple, le doctorat, vous ne le faites pas en 3 étapes. Pour être médecin, vous sortez médecin docteur d'État. Vous n'avez pas une licence, vous n'avez pas une maîtrise pour sortir médecin. Non, 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 non. Et donc, pour quelqu'un qui fait 8 ans d'études, pour sortir médecin, on ne peut pas le traiter de la même manière que quelqu'un qui peut faire une licence, faire une maîtrise. Parce qu'il a le temps de pouvoir travailler, d'avoir, ainsi de suite. Et même chez nous, le plus bas diplôme en tant que travailleur de santé, quand on prend les infirmiers diplômés d'État, c'est la licence. Moins ceux qui sont infirmiers auxiliaires, qui ont le BPC et qui font 3 ans au niveau de ce collège. Donc, vous comprenez que c'est un système un peu à part, avec des exigences à part. Donc, il faut pour cela une fonction publique hospitalière qui nous permet de pouvoir être efficace. N'oubliez pas que nous, au niveau du SINFOD, avec les autorités de la santé, nous avons lancé une action pour lutter contre les mauvaises pratiques. Et quand nous avons discuté, on s'est rendu compte qu'il faut forcément une fonction publique hospitalière pour bien cerner les choses, bien préciser les frontières et amener les gens au respect de nos engagements. Nous avons commencé ce travail-là, lutter contre les mauvaises pratiques. Nous allons le faire. Nous sommes certains que nous allons réussir à éradiquer ces mauvais comportements qui ne sont le fait que de quelques personnes, et je tiens à vous le dire, de quelques personnes infimes. Et donc, on ne souhaiterait pas que cette minorité assez insignifiante salisse la corporation. Donc, nous montrons bonne foi au gouvernement, que nous sommes engagés à faire en sorte que ce qu'on nous reproche, nous puissions l'enlever, mais nous sommes aussi disposés à avancer pour que ce que nous demandons se réalise. Je peux vous rassurer d'une chose, il n'y a aucune, je dis bien, aucune situation qui serait rédhibitoire à notre détermination, à notre volonté d'avancer et de réussir. Il y a bientôt 10 ans que nous avions élaboré le premier draft du statut particulier de la santé. 10 ans. On l'a fait en 2012. On ne l'a toujours pas. Mais on ne perd pas patience, on ne perd pas espoir. Nous estimons qu'il faut de la persévérance, de la ténacité pour pouvoir avoir un acquis social. Mais nous sommes certains que nous sommes arrivés à un point d'inflexion où, fatalement, nous devons obtenir cette fonction publique hospitalière. Alors, docteur, revenons à notre sujet du jour. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 1000 cas actifs et cette situation a permis aux autorités sanitaires de permettre aux lieux de culte et aux bars de rouvrir. Alors, est-ce qu'on peut déduire que c'est le début de l'adoucissement des restrictions dans notre pays? Non, mais ça va de soi. Ça va de soi. Et puis, quand on parle de restrictions, moi, je n'aime pas trop ce mot de restriction. Non, ce sont des mesures nécessaires. Ce ne sont pas des restrictions, en fait. Ce sont des mesures nécessaires pour que nous puissions lutter contre la pandémie et vaincre cette maladie. Vous savez, le coronavirus, cette pandémie, est terrible. Quand vous voyez le désastre que ça provoque. Nous disons qu'en Afrique, oui, on n'est pas tellement touché. C'est vrai, on peut le dire, mais cette dernière vague nous a frappés terriblement. Et nous avons intérêt à redoubler d'efforts, de vigilance pour ne pas baisser les bras et nous faire avoir. La particularité de la pandémie, c'est les variants qui apparaissent. Et donc, c'est vraiment la course contre ces variants qui nous amène à faire une lutte acharnée et donc à entreprendre une campagne de vaccination. Et pour ce faire, il faut rappeler, et ça il faut pas cesser de le dire, que le Togo en est le champion, en tout cas en Afrique, en termes de campagne de vaccination réussie, nous sommes champions. Et donc, oui, appeler la population à une forte adhésion, recommander fortement la vaccination. Et je rappelle que le Togo n'a pas, pour ce que je sais, obligé à la vaccination. D'autres pays le font. Quand nous prenons le cas de la santé, au Togo, on n'a pas eu besoin de prendre une décision obligatoire ou coercitive pour que les gens se vaccinent. Au niveau de la santé, nous avons sensibilisé, nous avons parlé avec nos camarades et plus de 90 à 95% se sont fait vacciner. Extraordinaire, sans mesure de contrainte. Vous voyez donc, la dynamique ici, c'est d'expliquer, de convaincre, d'amener à une adhésion à la vaccination. Parce que la vaccination contre la COVID-19, mes chers amis, cette vaccination, elle est efficace. J'en prends pour preuve la dernière étude en France sur 22 millions de personnes. L'étude menée par Epiphar, qui est sortie hier seulement, sur 22 millions de personnes,
couples vaccinés et non vaccinés, c'est-à-dire 11 millions de gens vaccinés et 11 millions de personnes non vaccinées, on s'est rendu compte que la vaccination est efficace à 90% contre les formes graves et contre les décès et l'hospitalisation. Donc vous comprenez que ça marche la vaccination. C'est les chiffres. Et cette étude est conforme à ce qui a été fait en Grande-Bretagne et aux USA. Donc on ne parle pas juste de... Non, on parle de chiffres, de statistiques et de preuves scientifiques. Moi, j'ai fait la médecine moderne, je parle de ce que j'ai appris et de ce que j'applique en fait. Et donc, c'est de ça dont je parle. Donc, en se référant à ces chiffres, on se rend compte que ça marche. Et ce qui est encore intéressant, c'est que dans cette étude, on se rend compte que l'étude a été menée de décembre 2020 au 20 juillet 2021, tout récemment, et on se rend compte que les vaccinations ont un effet très fort, efficace aussi sur le variant Delta. Quand on a pris les personnes de plus de 75 ans, c'est efficace à 84%, et les personnes de 50 à 74 ans, c'est efficace à 92% sur le variant Delta. Donc vous voyez que la vaccination aujourd'hui, non, mais c'est pas la solution uniquement, mais c'est important de pouvoir se faire vacciner, et moi j'exhorte vivement les gens à le faire. D'ailleurs, nous voyons que les Togolais adhèrent massivement à cela. La preuve, c'est que les vaccinations se font tous les jours avec une affluence assez acceptable. Alors, les auditeurs ont maintenant la possibilité de nous appeler sur le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58 après la pause. En quelques minutes seulement, fais-toi vacciner contre le coronavirus et protège les êtres qui te sont chers. C'est l'opportunité que nous avons de préserver notre économie, de nous retrouver, de chanter, de danser ensemble. Alors, réserve ta dose de vaccin aujourd'hui en faisant étoile 844 dièse. Des centaines de millions de personnes en ont déjà reçu à travers le monde, et une fois vaccinés, tu verras combien il est agréable de se sentir protégé. Pour plus d'informations sur les vaccins, adresse-toi au centre de santé le plus proche ou à un agent de santé qualifié. Respectons les gestes barrières. Depuis 10 ans, ISLA International Business School, premier institut supérieur anglophone au Togo, forme des étudiants pour leur employabilité. Des cours d'enseignement en anglais, dont des filières digital marketing, management, data science, secrétariat bilingue, informatique et traduction, avec la possibilité de poursuivre des études dans des universités anglo-saxonnes. ISLA International Business School, c'est aussi des formations développement personnel, à l'entrepreneuriat et à la combinaison de diplômes académiques, licence et master, à la certification professionnelle liée à chaque filière. Rentrée académique le 11 octobre 2021. Contact plus 228 92 87 18 18. info@islaeducation.com. « 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Nous avons un premier auditeur en ligne. Dana FM, allô? Allô? Papa Siviti, bonjour. Bonjour, mon directeur. Bonjour, mon éminent fils, docteur Tolignano. Bonjour papa. Je suis très content de vous quand je vous entends. Aujourd'hui, j'ai gagné, j'ai précédé M. Pelé par la sorcellerie. Il est toujours le premier. Maintenant, mon docteur, que Dieu vous bénisse. Amen. C'est pour vous féliciter parce que vous maîtrisez votre domaine. La question que monsieur, mon fils là, le directeur vous a posée, vous n'avez pas trébuché. Il y a ceux qui maîtrisent leur domaine. Maintenant, pour la vaccination, vous l'avez dit, j'ai pris tous les Togolais de se faire vacciner. Le docteur Tolignano est, je pense, bien. Il ne peut pas faire tuer son ethnie. Il y a beaucoup d'ethnies parmi les docteurs, Kabier, Koutoukouri, bon, les Togolais n'ont qu'à comprendre et cesser de se livrer des guerres. Ben, quand ils arrivent, ils attaquent les docteurs, qu'ils font ça, qu'ils font ça. Non,
je vais venir après. Merci beaucoup. Merci à vous aussi, Papa Sibiti. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Nana FM, allô? Allô? Oui, bonjour, Tata Raguel. Bonjour, mon frère. Allez-y. Je salue monsieur le docteur. Bonjour madame. Oui, monsieur le docteur, j'apprécie beaucoup votre parole, tout ce que vous dites. Ça me donne envie de devenir docteur en même temps. Merci madame. Moi, je n'aime pas qu'on embête tous les docteurs niveau médecine. J'aime que si tu vas à l'hôpital, celle ou celui qui t'a fait du mal, parle de lui. Parce que moi, j'aime le docteur. Un docteur m'avait sauvé la vie. C'est grâce à lui que je suis vivante aujourd'hui. Si je pouvais appeler son nom pour lui dire merci. Donc, respectons certaines personnes dans la médecine. Ce que vous faites, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas donné à tout le monde. Venir tout le temps au podium pour parler, ça ne se donne pas à tout le monde. Je vous encourage et je vous remercie. Mais docteur, je vais vous donner un peu de sourire aux lèvres. Maintenant, l'hôpital de Covid est déplacé dans l'église maintenant. Je vous remercie. Bonne journée. Nous avons un autre auditeur en FM, allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour. Allô? Alors, Oui, votre nom, s'il vous plaît. Sizing. Monsieur Maglo, oui, allez-y. Sizing. Sizing? Ouais. Ok. Parlez un peu plus fort, s'il vous plaît. C'est pour féliciter les docteurs pour tout ce qu'ils font pour que la situation de la santé soit améliorée au Togo. Donc, merci pour tout ce qu'ils font. Ils n'ont qu'à continuer dans le même sens pour que les choses puissent s'améliorer au Togo. Mais j'ai un souci en disant que au Togo, il n'y a pas de mesures restrictives et coercitives parce qu'on dit qu'avant d'accéder à un bureau de l'établissement public ou de l'administration, il faut nécessairement se munir d'une carte vaccinale. C'est une forme de restriction. C'est ce que moi je vois. Merci beaucoup, monsieur Sizing. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Nous avons un autre auditeur. En FM, allô? Allô, bonjour. Bonjour. C'est Michel. Michel, oui, allez-y. Oui, bonjour docteur. Bonjour monsieur Michel. Très content de vous écouter parce que vous avez dit que vous fonctionnez à base de chiffres. Effectivement, un scientifique doit fonctionner avec les chiffres pour tirer des conclusions. Mais j'ai constaté que tout de suite, vous êtes également basé sur les études des autres pays pour nous dire que la vaccination est efficace. Ça veut dire qu'une étude locale n'a pas été faite quand même chez vous, puisque l'effet, la létalité du virus varie d'un milieu à un autre par rapport à l'Europe et par rapport à l'Afrique. Donc là, je suis resté encore sur ma soif. Mais secondo, ce qui se passe dans la santé n'est pas différent de ce qui se passe dans l'enseignement. Vous voyez, vous avez tout dit. Moi, je n'ai jamais jeté la pierre à un médecin ou bien à un infirmier parce qu'il m'a mal reçu. C'est parce que les gens sont sentimentaux. Et du coup, quand il y a un problème, ils ne cherchent pas à connaître la cause. Mais quand il y a 20 personnes pour 100 postes, mais ils sont sous pression, ils sont stressés. Et voilà comment ça fonctionne partout. Quand vous rentrez dans une classe, il y a 120 élèves pour un seul enseignant. Mais c'est de ça que nous disons. Quand vous voyez le matériel dans les hôpitaux, il n'y en a pas. Et les hôpitaux sont mal équipés. Et il y a une suffisance de cadres d'agents de santé. Et du coup, tout ce monde-là se retrouve dans une situation de stress. Et qu'est-ce que vous voulez que ces gens-là donnent un résultat après? Et maintenant, quand il y a un bus qui apparaît, on dit qu'on va vous prendre en charge, et qu'il y a les vaccins, qu'il y a ceci, patati, patata, alors que cela ne se faisait pas, docteur. Est-ce que vous êtes convaincu avec moi que quand vous ne vous occupez pas des gens et qu'il y a une situation nouvelle pour laquelle vous voulez vraiment vous en charger, les gens ne vous prennent pas au sérieux? Merci Michel. C'est ce qui se passe pour notre pays.
Ok, merci beaucoup Michel. 91 09 71, on prend un dernier auditeur, donne la possibilité au docteur de répondre. Allô? Bonjour, monsieur Gado. Monsieur Gado, comment allez-vous? Docteur, bonjour. Bonjour, monsieur Gado. Bon, monsieur, vous savez, on est nombreux sur la ligne. Bon, docteur, vous savez, moi je vous dis une chose. Qu'est-ce que vous avez à dire à vos ennemis? Je dis bien à vos ennemis. Je dis qu'il n'y a pas de personnel, il n'y a pas de respirateurs. Vos ennemis, c'est les non-vaccinés qui vous font souffrir. Docteur, il faut lancer un message à ces non-vaccinés qui sont vos ennemis. Merci. Merci beaucoup à monsieur Gado. Alors, docteur, vous avez suivi les auditeurs, monsieur Sizing, Papa Siviti, Tata Raguel, bon, c'est pour vous féliciter, monsieur Sizing, qui demande au pass vaccinal qu'on demande devant les bâtiments publics. Non, monsieur Sizing, oui, il a raison en disant cet aspect-là, c'est une mesure restrictive, dans le sens où, oui, tous les citoyens, normalement, ont accès au service public. C'est la loi qui l'autorise, c'est le droit qui l'autorise. Maintenant, le fait de conditionner l'accès au service public par la présentation du pass vaccinal peut paraître comme une mesure restrictive si on se base sur le sens étymologique du terme restriction. Mais moi, je vois derrière cela plutôt une mesure incitative, c'est-à-dire c'est une mesure pour dire aux citoyens, écoutez, il est important que vous fassiez vacciner avant de jouir des services publics. Parce qu'en y allant sans vaccination, vous êtes en train de mettre aussi en danger la vie des autres. Donc ce serait bien que vous ayez quand même ce sauf-conduit-là pour pouvoir avoir accès à ces services-là. Mais je reconnais que ce qu'il dit en termes d'explication, de l'expression en restriction est fondé. Je suis d'accord avec lui par rapport à ça, je le dis. Mais moi, je voudrais plutôt qu'on prenne ça plutôt sous l'angle d'une exhortation, d'une incitation. Voilà, ce n'est pas comme si on nous empêchait de jouir de nos droits, mais on nous invite en fait fortement à en jouir, mais en prenant soin de nous-mêmes et en prenant soin aussi des autres. C'est en cela que moi je fais la lecture de ces mesures-là. Donc c'est ce que je peux dire pour ce que M. Sizing a dit. Alors, Michel qui pense qu'il faut une étude locale parce que vous êtes basé sur d'autres études. Monsieur Michel a parfaitement raison. C'est-à-dire que c'est ça aussi la faiblesse de la science chez nous. Nous sommes plus dans la théorie que dans la pratique. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir des structures qui nous permettent aussi de répondre efficacement au monde de la science, d'être présents, nous sommes plus dans la consommation. La preuve, les vaccins que nous utilisons ne sont pas fabriqués en Afrique, encore moins au Togo. Voilà, la plupart des machines que nous utilisons pour travailler ne sont pas fabriquées en Afrique, encore moins au Togo. Donc oui, c'est un problème réel. Mais aujourd'hui, je pense que nous sommes en train vraiment de changer parce que il y a une nouvelle classe de scientifiques, une nouvelle jeunesse scientifique qui a compris et qui est au rendez-vous des publications sur le plan international. Nous aurions souhaité, j'espère que ça va se faire, qu'au moins au Togo, l'expérience du Togo, qui est une expérience extraordinaire, c'est-à-dire que nous pouvons partager en termes de gestion de cette riposte-là, que cette expérience-là soit documentée, qu'on fasse des études pour montrer ce que nous faisons et aussi être au rendez-vous du donner du recevoir. Moi, je pense que l'expérience togolaise peut être fortement véhiculée à l'international. Nous avons eu des stratégies ici, et je l'ai dit, que le chef de l'État a pris des décisions idoines et assez en son temps pour nous éviter le pire. C'est des comportements que nous pouvons exporter aussi. Quand vous voyez un peu comment la riposte s'est organisée au niveau du Togo, aujourd'hui certains pays essaient de copier cela en termes de gestion, parce que tous les hôpitaux n'ont pas été pris pour gérer les cas Covid. On a eu des centres dédiés, ce qui permet aux hôpitaux de fonctionner aussi et à d'autres maladies d'être pris en charge. C'est ce que vous comprenez. Mais quand vous prenez par exemple le cas de la France, où vraiment il y a eu une explosion, les hôpitaux ont été transformés directement en centre de prise en charge de Covid. Ce qui fait que les autres pathologies n'ont pas pu être traitées. Et donc, il y a eu d'autres problèmes qui ont suivi par après. Mais le problème que nous avons au Togo, c'est que, c'est vrai, on a pris des centres, mais on n'a pas mis le personnel. C'est ce qui a fait qu'à un moment donné, alors qu'on avait les équipements au niveau du CHRM connu, on n'a pas pu étendre la réanimation. Il y avait les lits, il y avait les équipements, mais à cause de manque de personnel, on n'a pas pu étendre la réanimation. Maintenant, on a recruté un peu, mais il faut continuer par en recruter et on ne peut pas s'empêcher de recruter. On n'a pas le choix. On doit en recruter si nous voulons avoir une riposte efficace et pas seulement la riposte. Mais si nous voulons avoir un système de santé performant, il faut recruter. M. Michel a raison en disant que le parallèle est vite fait entre l'éducation et la santé. C'est deux secteurs qui sont, excusez-moi, vitaux et fondamentaux.
On ne peut pas faire semblant sur ces deux secteurs-là. Oui, les problèmes sont quasiment les mêmes. Et donc, oui, recruter, assainir, arriver à des comportements, je vais dire, orthodoxes, dans le respect, nous prêtons serment, de notre serment et dans le respect de la vie humaine, c'est fondamental. Donc, oui, on ne peut faire ça que de front. On ne peut pas aujourd'hui dire qu'il faut forcément que les gens d'habitude, avant d'équiper les hôpitaux, il faut équiper et changer les comportements. C'est pour ça que nous avions décidé de commencer par aller au changement de comportement pour aussi dire au gouvernement qu'il est important qu'il suive avec nous. C'est ensemble que nous pouvons réussir le pari de moderniser. Et moi, je ne suis pas dans la dynamique d'opposition, de s'opposer. Non, je pense que pour construire une nation, un pays, on doit être ensemble pour le faire. Et dans la sincérité, pas dans la roublardise, pas du tout. Mais quand il y en a qui pensent qu'il faut rouler dans la farine, il faut faire quoi pour gagner du temps, ça ne se passe pas comme ça. À un moment donné, nous sommes au rendez-vous de la sincérité, de la franchise. Et notre pays a besoin de ça pour évoluer. Alors, docteur, il y a quelqu'un qui me disait la fois dernière que nous aurons failli si on sort de cette pandémie sans un système de santé consolidé. Absolument, ce serait un échec. On aura réussi à avoir toutes les décorations, tous les honneurs possibles, mais on aura failli. Et quand vous regardez très bien, malheureusement, nous sommes en train d'aller vers cela. C'est-à-dire que quelle plus-value nous aurions eu de cette pandémie, les équipements traînants à venir dans les hôpitaux, on n'en a pas beaucoup, on n'en a quasiment pas. Quand vous regardez les hôpitaux, leur état laisse à désirer. Il y a beaucoup de choses qui ne marchent pas. Quand vous regardez, même au niveau même de la formation, c'est-à-dire nous disons tout le temps, oui, qu'il faut des médecins réanimateurs. Mais combien est-ce qu'on envoie en formation? Combien sont envoyés en formation? Infirmiers, anesthésistes, réanimateurs. Je ne parle pas des infirmiers, des techniciens, je parle des infirmiers qui travaillent dans les réanimations, les vraies réanimations. Ils sont formés pour. Le Togo aurait pu profiter de cette situation-là pour faire des formations accélérées, ne serait-ce que pour des trucs de 6 mois, où on forme des gens 3 mois, 6 mois, à la pratique de la réanimation sous l'aspect infirmier. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. En fait. C'est pour ça que je pense qu'on ne peut pas seul se prévaloir de l'intelligence absolue, ça n'existe pas. Vous voyez, Dieu a fait tellement bien les choses qu'on n'a pas un super-être intelligent. C'est ensemble que nous avons une intelligence qui est fertile et qui permet de pouvoir avancer. S'il y en a qui se croient hyper intelligents et incontournables, je veux bien leur dire qu'en fait, ils se trompent lourdement parce qu'ils n'ont pas la science infuse, ils ne sont pas des savants. Seul Dieu est omniscient, il connaît tout. Nous autres, nous sommes que des humains et nous profitons de cette intelligence que Dieu nous donne, mais il donne ça à chacun et nous amène à vouloir être ensemble pour pouvoir réussir ensemble. Donc c'est ce que moi je dis, nous devons gagner à monter un système de santé plus efficace et plus efficient à partir de cette pandémie-là. Nous avions même demandé à ce qu'on fasse un système de rotation pour que la plupart des gens de santé puissent apprendre la gestion d'une pandémie en termes de réanimation. Parce qu'en fait, la Covid, c'est plus la réanimation qu'autre chose. Et si on fait ça, on fait un système de rotation, on aura une masse importante de personnes préparées déjà à intervenir si d'autres pandémies arrivaient. Mais bon, on ne nous a pas écoutés. La preuve, c'est que c'est les mêmes qui travaillent depuis le début, qui sont toujours là-bas, au CHR de mes communes, comme dans le centre de prise en charge. Et ils sont fatigués, ils sont usés. Il faut faire un système de rotation pour que tout le monde puisse apprendre. Et si on avait fait ça, au début, comme on l'avait dit, aujourd'hui, les choses qu'on crée dans les CHU n'auraient pas du mal à fonctionner. Aujourd'hui, on est en train de reformer ces personnes-là pour pouvoir les faire travailler. Donc, je crois que ce n'est que dans un esprit de partage, d'écoute mutuelle que nous pouvons réussir. C'est notre pays à nous tous, On ne peut pas dire que c'est pour certains, c'est pas pour d'autres. Donc c'est ensemble qu'on doit construire ce pays. La santé n'est pas un enjeu politique. Il ne saurait être un terrain, la santé ne saurait être un terrain de lutte politique. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. La santé, c'est vraiment quelque chose qui doit être en dehors de la politique, puisque c'est la vie des gens. Cher ami, c'est la vie des gens. Et la vie, il n'y a qu'une seule vie. Quand vous la perdez, vous ne la retrouvez plus. On ne la vend pas au marché. Et donc, comprenez quand nous disons que tel vous traitez vos agents de santé, tel vous donne de la valeur à votre vie, en fait. Excusez-moi du peu. Si vous payez un agent de santé moins que 2 sous, ça veut dire que pour vous, la vie n'est pas importante. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Donc, c'est pour ça que nous sommes dans la dynamique de dire non. Nous savons que la vie est importante, aussi bien nos autorités. Et nous voyons, d'ailleurs, c'est pour ça même que je voudrais dire qu'il faudrait que nous évitions de faire des procès de détention. Si les autorités
ont pris la mesure de la chose et ont investi dans les mesures barrières, dans la vaccination, pour que les Togolais ne décèdent pas, contrairement à d'autres pays où des autorités ont fait le choix de ne pas s'impliquer et on a vu l'hécatombe dans la population. Il faut saluer cela. Je tiens à dire aussi une chose. Vous savez, nul n'est parfait. Même quand quelqu'un que vous n'aimez pas pose un acte, un geste louable, il faut être capable de dire qu'il a bien fait et l'encourager à mieux faire. L'être humain n'est pas mauvais. Aucun être humain n'est mauvais de fait. Il y a des situations qui l'amènent peut-être à se braquer. Mais je pense aussi qu'il faut avoir le bénéfice du doute. Tout être humain est bon. Et il faut savoir justement faire valoriser en l'autre ce qu'il a de bien. Et quand quelqu'un fait quelque chose de bien, même s'il n'est pas apprécié, il faut avoir l'honnêteté intellectuelle de le reconnaître. C'est pour ça que je dis, oui, les autorités togolaises, en cette histoire de pandémie, de Covid, ont fait des choses extraordinaires. Reconnaissons-le et encourageons-les à faire mieux. Et donc, encourageons-les à faire en sorte que le système de santé soit modernisé. Et qu'elles comprennent, parce qu'elles ont compris déjà que la vie, elle est importante. Et qu'elles comprennent que nous gagnerons à avoir un système de santé modernisé à partir de cette pandémie à Covid-19. C'est fondamentalement important. Et plus encore, si vous permettez, pour faire un clin d'œil à M. Michel, aussi améliorer le système de l'éducation. Voilà. Alors, docteur, vous avez sûrement un message à l'endroit de ceux qui sont encore dubitatifs par rapport à la vaccination. Oui, M. Garot, je crois, oui, il parlait d'ennemis. Non, je voudrais dire à M. Garot que ce ne sont pas des ennemis, ce sont des frères et sœurs togolais qui peut-être sont tombés dans les travers des fake news, des mauvaises informations, voilà, de l'infodémie, comme vous le dites si bien. Et justement, il nous faut faire un travail de sensibilisation et d'encouragement, d'exhortation. Nous devons leur parler. Ce ne sont pas nos ennemis, ce sont des frères, ce sont des sœurs. Et vous savez, nous devons être ensemble. Peut-être c'est ma profession médicale qui m'amène à avoir ce caractère. Il faut avoir de l'empathie envers les gens. Il faut écouter les gens et il faut comprendre l'autre. Nous n'avons pas besoin de pourfendre l'autre, de le condamner. Non. Si nous faisons ça, nous allons perdre toute chance de réussir. À nos frères et sœurs qui doutent encore, qui hésitent encore, qui ne croient pas à la vaccination, je peux leur dire qu'il ne faut pas qu'ils aient peur. Il ne faut pas qu'ils aient peur. Il faut qu'ils aient le courage de franchir le pas. Parce qu'aujourd'hui, la preuve de l'efficacité de la vaccination contre les formes graves et contre les hospitalisations, la preuve est faite. Elle est faite. Et donc, ayez confiance. Prenez votre courage à deux mains. Allez vous faire vacciner. C'est par là, et par là seule, que nous pouvons, à terme, dans quelques mois, amener l'Assemblée nationale à réduire la division sanitaire. 12 mois pour l'économie d'un pays, c'est mortel et c'est mortifère. Et donc, oui, si nous faisons bien les choses, si nous nous vaccinons et si nous respectons les mesures barrières, le gouvernement peut introduire auprès de l'Assemblée nationale une mesure pour qu'on diminue la division sanitaire par rapport aux chiffres. Donc, moi, j'exhorte les Togolaises et les Togolais à aller se faire vacciner. C'est l'une des solutions avec les mesures barrières pour que nous puissions faire obstacle pour de bon à cette pandémie. Merci au docteur Gilbert Tchoreniano, secrétaire général du syndicat des praticiens hospitaliers du Togo. Merci à Romain Aziablé qui a assuré la mise en fin de ce débat. Je suis Norbert Djoubadi. Bonne suite de nos programmes.